Suite de la vidéo sur l'extrait de la préface du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, et nous en étions au vous en étiez au deuxième argument, à savoir la vengeance, la punition. Donc j'étais en train de dire tout à l'heure que la vengeance c'est entre individus. La vengeance, c'est tu m'as fait du mal, je te fais du mal en retour. La justice peut pas fonctionner. Voilà, le juge, par exemple, on a vu ça dans le film 12 hommes en colère. Le juge peut pas condamner, voilà, exactement par une punition totalement égale. Voilà. Comme je disais, vous avez dans la vidéo précédente, vous avez volé quelque chose, on va pas vous condamner à être volé à votre tour. Voilà, ça, sinon c'est un cercle sans fin. Bon, et puis Hugo, évidemment, on est au 19e siècle, dans quelque chose où on ne sépare pas la religion, et Hugo parle de punir et de Dieu. Évidemment, on connaît l'expression une punition divine. Voilà, la punition divine. Et donc, tout en haut, il y a Dieu. J'ai envie de dire tout en bas, il y a l'individu. Et entre les deux, il y a la société. La société, c'est quoi? C'est un ensemble de millions d'individus qui cohabitent en essayant de le faire le mieux possible en bonne entente, en respectant, comme disait Rousseau, un contrat social, un certain nombre de règles, de droits, de devoirs. Il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs pour que tout le monde puisse cohabiter ensemble. Et donc, la justice n'a ni pour but de venger, ni pour but de punir. La justice a pour but de réparer. Voilà, de réparer. Quand il dit la société est entre deux, le châtiment est au-dessus d'elle, la vengeance au-dessous, rien de si grand et de si petit ne lui sied, elle ne doit pas punir pour se venger, elle doit corriger pour améliorer. Voilà ce que je disais avec réparer. On obtient une réparation en justice. Voilà. Corriger pour améliorer. C'est-à-dire que dans l'esprit de Victor Hugo, il y a une volonté, j'ai envie de dire, pédagogique dans la décision de justice. Et puis ensuite va arriver le troisième argument. Le troisième, alors c'est celui qui va être le plus développé dans l'extrait, c'est l'argument de l'exemple. Voilà. Les gens qui sont pour la peine de mort disent la peine de mort, ça fout la trouille à la population. On n'a pas envie de finir en train de se balancer au bout d'une corde. On n'a pas envie de finir avec la tête séparée du reste du corps qui va rouler dans un panier en osier. On n'a pas envie de finir comme ça sur la place publique, la risée de tout le monde, dans d'atroces douleurs. Bon, donc c'est ce qu'on appelle la théorie de l'exemple. Selon les gens qui sont pour la peine de mort est censée effrayer, provoquer la crainte dans la société. Voilà, on ne veut pas finir comme ça, on ne veut pas souffrir et on ne veut pas mourir prématurément de cette façon-là. Eh bien, Victor Hugo, lui, va totalement nier cette valeur d'exemple et il va abondamment développer cette négation par la suite en donnant énormément d'exemples. En fait, pour lui, la condamnation à mort en place publique, bien au contraire de faire peur, selon Victor Hugo, la condamnation à mort en place publique excite les instincts mauvais chez les gens. C'est-à-dire que le sang attire le sang. Dans une forme de sadisme, à savoir que les gens s'habituent à tout. C'est-à-dire que la première fois à laquelle on assiste à une condamnation à mort, on va peut-être être effrayé, horrifié, dégoûté et se sentir mal, mais la 15e, 20e ou 30e fois, ça ne fera plus rien.
Et selon Hugo, les gens s'habituent à cette forme de violence, les gens s'habituent à avoir cette espèce de regard un peu sadique, et il n'y a plus du tout d'exemple. D'accord? Et ça, il va le développer. Hein. Il dit, nous nions d'abord qu'il y ait exemple, nous nions que le spectacle des supplices produise l'effet qu'on en attend. Les preuves abondent et encombreraient notre raisonnement si nous voulions en citer. Nous signalerons pourtant un fait entre mille. Au moment, parce qu'il est le plus récent, au moment où nous écrivons, il n'a que 10 jours de date. Il est du 5 mars, dernier jour du carnaval. À Saint-Paul, immédiatement après l'exécution d'un incendiaire nommé Louis Camus, une troupe de masques est venue danser autour de l'échafaud encore fumant. Faites donc des exemples, le mardi gras vous rit au nez. Que dit Victor Hugo ici? Il utilise un exemple vérifiable. Il donne le nom du condamné, Louis Camus. Il donne la date de la condamnation, 5 mars. Il donne le lieu de la condamnation, Saint-Paul. Donc, il joue carte sur table, il joue la carte de la vérité. Voilà, c'est pas un exemple sorti de son esprit. Et il se trouve que cet homme, ce Louis Camus, incendiaire, donc quelqu'un qui a tué personne, voilà, qui provoque des incendies, fout le feu à des bâtiments. Voilà, bon, un pyromane. Ça arrive, il y en a l'été en France. Voilà. Donc il est condamné à mort. Il se trouve que cette condamnation à mort a lieu à la fin du carnaval. Que nous dit Victor Hugo? Les gens n'ont pas du tout été effrayés par cette condamnation à mort. Absolument pas. Ça les a amusés et ils ont grimpé, ils sont montés, parlons plus correctement, ils sont montés sur l'échafaud et ils se sont mis à danser parce que c'était carnaval. Voilà. Donc, selon Hugo, cet exemple vient prouver la véracité de son argument. Je rappelle toujours qu'un argument, c'est plutôt théorique, plutôt abstrait, et un exemple, c'est plutôt concret. Donc, l'argument de Hugo, c'est la peine de mort ne sert absolument pas d'exemple qui fait peur au peuple. Et pour justifier la véracité de cet argument, il va donner un exemple très précis. Si je joue sur les mots, on va dire qu'il va donner un exemple pour prouver que la valeur d'exemple ne fonctionne pas. Il va donner un exemple très précis, le 5 mars à Saint-Paul, Louis Camus, carnaval, les gens dansent alors que le type il est au bout de sa corde. Voilà. Et donc pour Hugo, c'est bien la preuve que ça ne fait pas peur. Et donc ensuite, il va partir dans un paragraphe très éloquent, voilà, qui a pour but, finalement, en employant l'ironie, en fait, il fait un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire qu'il dit, il s'adresse à ceux qui sont pour la peine de mort, et il dit, écoutez, cher monsieur, chère madame, vous êtes pour la peine de mort? Ben, je vais vous expliquer comment il faudrait que vous fassiez pour que ça ait vraiment valeur d'exemple. Mais pour ça, il faut prendre une machine à remonter le temps, et il faut retourner au Moyen-Âge. Quand à l'époque, on savait vraiment torturer les gens et on faisait les choses en grand. Et donc, c'est le paragraphe suivant. Il nous dit que si, malgré l'expérience, vous tenez à votre théorie routinière de l'exemple, alors rendez-nous le XVIe siècle, soyez vraiment formidables, rendez-nous la variété des supplices, rendez-nous Farinacci, rendez-nous les tourmenteurs jurés, rendez-nous le gibet, la roue, le bûcher, l'estrapade, les saurillements, l'écartèlement, la fosse à enfouir vif, la cuve à bouillir vif, rendez-nous dans tous les carrefours de Paris comme une boutique de plus ouverte parmi les autres, le hideux étal du bourreau, sans cesse garni de chair fraîche. Et je pourrais continuer. Donc, Hugo va employer une anaphore verbale. Rendez-nous,
le XVIe siècle, rendez-nous la variété des supplices, rendez-nous Farinacci, rendez-nous les tourmenteurs jurés, rendez-nous le gibet, rendez-nous dans tous les carrefours. 6 fois l'expression rendez-nous. Il ne veut pas que ça revienne, ça ne peut pas revenir parce que il fait référence à des époques passées, le Moyen-Âge, le XVe, le XVIe siècle, durant lesquelles on, selon lui, de manière... Évidemment, il fait de la provocation ici, Hugo, il provoque, d'accord? Il dit, vous voulez tuer des gens, les condamner à mort, mais faites-le véritablement, envoyez la sauce, si je puis dire. Voilà, vocabulaire un petit peu familier, mais c'est ça, voilà. Faites pas les choses en catimini, en cachette, faites pas semblant, voilà. Allez-y à fond dans les tortures. Évidemment, il fait de la provoque puisqu'il est contre la peine de mort. Surtout, ne tombez pas dans ce piège qui consisterait à dire « Oh, mais à la fin de son texte, Victor Hugo, il a changé d'avis, il est pour la peine de mort, mais il voudrait que ça soit comme au XVIe siècle. » Non, 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 non. C'est évidemment de la provocation, c'est une forme d'ironie. Bon, et donc... il va utiliser cet anaphore verbal, rendez-nous, 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 mais ça peut pas être rendu puisque ça date de 300 ans avant, d'accord? On est au 19e et il parle du 16e siècle. Et puis il va faire une énumération, rendez-nous le gibet, la roue, le bûcher, l'estrapade, les saurillements, l'écartèlement, la fosse à enfouir vif, la cuve à bouillir vif. Donc il va nous lister tout un tas de supplices, de tortures que l'on faisait subir aux gens. Alors le gibet, d'accord, le gibet de Montfaucon, c'était à Paris une potence sur plusieurs étages sur une petite colline sur lesquelles on pouvait pendre 10, 15, 20, 30 personnes en même temps qu'on laissait comme ça pourrir pendant des semaines à la vue de tout le monde avec les corbeaux qui venaient les picorer comme ça, voilà, comme dans le poème de François Villon. La roue, c'est on attachait quelqu'un à une roue, on faisait tourner la roue, et puis il y avait des bourreaux avec des bâtons qui brisaient les os, les bras, les jambes, le crâne, les côtes, le torse, comme ça. Donc évidemment, ça durait un certain temps avant de mourir. La fosse à enfouir vif, bah on vous enterrait vivant, voilà. La cuve à bouillir vif, bah on vous rôtissait, voilà, hein, hop, dans une marmite, plop, 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 voilà. Bon, donc, là, évidemment, ça frappait les esprits, parce que ça durait longtemps. C'était de la souffrance. Voilà. Mais Victor Hugo, il vous dit, bon, vous condamnez quelqu'un à mort, vous le guillotinez. Si la guillotine fonctionne bien et que la lame est bien affûtée, la personne elle ne souffre pas, ou une fraction de seconde, parce que ça coupe. Voilà, merci, au revoir. Alors que si on vous enterre vivant, vous mettez quand même quelques minutes avant de mourir. Sans compter que vous êtes dans le trou et le temps qu'on le remplisse à la pelle, ça prend un petit peu de temps. Vous avez le temps d'hurler, vous avez le temps d'appeler au secours. Bon, même chose, sur la roue, quand on vous fracasse les os, bon, ça prend du temps. Même chose quand on vous pend, évidemment, vous mourrez assez vite, mais si votre cadavre reste suspendu pendant des jours et des jours et des jours sur le gibet de Montfaucon, bien évidemment que ça frappe de peur les gens qui passent par là. Bon, mais je rappelle une nouvelle fois, Hugo est contre la peine de mort, il ne croit pas que ça serve d'exemple pour édifier le peuple, et dans ce paragraphe, il fait un raisonnement par l'absurde, il pousse à l'extrême, il provoque, il est ironique. Voilà. Donc, j'espère que ces 2 vidéos, cette à peu près demi-heure d'explication sur ce texte de la préface vous a servi. Je rappelle, on est dans une argumentation directe. C'est un texte qui est très bien structuré avec 3 arguments majeurs. L'argument de retrancher de la société, l'argument de la condamnation qui doit réparer, et améliorer, et enfin la valeur d'exemple. Et bien évidemment, la thèse, c'est que Hugo est contre la peine de mort. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et notamment celle de la préface du dernier jour d'un condamné. À bientôt.